Thiaroye-sur-Mer, 3 enfants d'une même famille retrouvés morts dans une voiture. Pour l'heure, les circonstances de leur mort restent inconnues. Leur disparition avait toutefois été signalée à la police. Dans ce journal, les réactions des Sénégalais et des autorités qui comptent poursuivre leurs opérations de désencombrement pour assurer plus de sécurité aux populations. Rapport mondial sur le sida, le Sénégal enregistre des résultats encourageants avec une diminution des infections et une meilleure prise en charge des malades. Le point au cours de cette édition. Le Woyofal n'a pas connu de hausse et la tarification tient toujours compte des tranches sociales. Précision de Madame Tabarandoïba, directrice principale du commercial, à l'issue d'un atelier avec le Comité national de dialogue avec la clientèle. 11 athlètes sénégalais pour défendre les couleurs du drapeau national aux Jeux Olympiques de Paris, parmi lesquels Ndeye Binta Diong en escrime, Mbagnick Ndiaye en judo et un novice et espoir de la nation en athlétisme, un certain Louis François Mendy. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. Thiaroye-sur-Mer secoué par la mort tragique de 3 enfants dans une voiture. Prétexte pour la rédaction de s'interroger sur les épaves de véhicules abandonnés. Des Sénégalais interrogés par nos reporters déplorent cette situation. Ils parlent d'insécurité et d'incivisme. Les autorités, pour leur part, comptent poursuivre les séries de désencombrement pour assurer plus de sécurité et changer le cadre de vie des populations. Suivons ce sujet préparé par Cheikh Ngoné Diop avec la complicité de Amadouba. Des véhicules immobilisés ou même abandonnés sur la chaussée, l'image est presque devenue banale dans la capitale. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur le plan sécuritaire, mais également sur le cadre de vie. Le drame survenu à Thiaroye-sur-Mer, un exemple du danger que représentent ces véhicules en question. C'est terrible, c'est difficile pour les familles. Donc voilà, nous leur présentons déjà leurs condoléances. Mais je pense que l'État devrait sévir par rapport à ça. Parce qu'on voit surtout à Dakar beaucoup de voitures qui sont stationnées. Voilà, tu vois des voitures qui sont stationnées pendant des années et des années. Donc il n'y a rien qui est fait. Donc non seulement ça peut causer des dangers pour ces petits qui ont perdu la vie, mais ce sont des choses où l'État devrait vraiment intervenir. Franchement, ce n'est pas un acte citoyen ou bien il ressort, c'est de l'incivisme que de garer son véhicule pendant longtemps dans un espace public et laisser comme ça le véhicule à l'abandon. Et c'est vraiment quelque chose qu'on déplore. Les autorités de Dakar entendent remédier à cette situation. Nous sommes aujourd'hui en train au niveau de la ville d'aménager une nouvelle fourrière au niveau de Mbao, donc pour augmenter la capacité. Je crois qu'aujourd'hui, les populations doivent pouvoir quand même avoir un certain sens de responsabilité. Parce que souvent, ces encombrements-là, que ce soit des tabliers, que ce soit des véhicules, des épaves de véhicules, peuvent constituer un risque, une menace pour la sécurité urbaine. C'est dans ce sens effectivement que ces opérations peuvent permettre aujourd'hui d'assainir ces milieux-là pour que ce ne soit pas des zones de repli de certains malfrats qui peuvent commettre certains crimes, commettre certains forfaits et, n'est-ce pas, se réfugier à ce niveau-là. Ça permet souvent aussi la fluidité de la circulation parce que cette fluidité permet chaque fois que les gens puissent arriver à bon port et en cas d'accident, que les sapeurs arrivent à temps et puissent en tout cas atteindre la cible, le feu, ou bien, n'est-ce pas, sauver la personne. Pour mieux protéger les enfants en cette période de vacances, les parents sont interpellés. Nous sommes dans la période des vacances. Vous entendez des noyades, des enfants qui se noient parce qu'ils sont sortis sans que les parents ne soient au courant. Vous voyez des enfants qui décèdent sans que les parents soient au courant. Il faut que les parents soient beaucoup plus vigilants pour la surveillance des enfants. Il faut que les parents soient beaucoup plus vigilants pour maîtriser n'est-ce pas, les enfants et savoir où est-ce qu'ils sont. Ce qui s'est passé à Thiaroye-sur-Mer inquiète plus d'un. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. En attendant, le propriétaire de la voiture dans laquelle les 3 enfants ont péri a été arrêté et placé en garde à vue.
Parlons d'immigration irrégulière. Vous le savez, 70 ressortissants sénégalais sont actuellement détenus en otage par des malfaiteurs dans le désert tunisien. Ces derniers réclament le paiement d'une rançon avant toute libération. Ces otages sont de Thiaroye-sur-Mer, de Guinaw Rail, de Pikine, de Yène. De quoi inquiéter leurs familles qui ont rencontré hier le maire de Thiaroye-sur-Mer, mais aussi le directeur exécutif de l'ONG Horizon Sans Frontières. Boubacar Seye a lancé un cri de détresse au gouvernement pour leur libération sans délai. Je vous propose de l'écouter. Il s'exprime au micro d'Abdoulaye Patéane. Ces familles sont à la recherche de leurs. Plus de 70 personnes disparues. 70 personnes tenues en otage en Tunisie. 70 personnes sans nouvelles depuis le 5 mai. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le maire et ses collaborateurs m'ont appelé pour qu'ensemble, on essaie de voir quelle stratégie, ou bien du moins qu'on fasse avancer la grille de réflexion sur le comment faire sortir ces gens de ce tremplin. Thiaroye est une localité symbolique dans la lutte contre l'immigration clandestine. Thiaroye est l'une des localités les plus touchées par ce drame. Des problématiques de paix, de sécurité et d'intégrité humaine. L'urgence est absolue. Il nous faut tous ensemble nous lever pour dire non. C'est l'heure des nouvelles perspectives panafricaines. Aujourd'hui, il faudra redonner de l'espoir. Nous devons nous donner la main pour stopper. Parlons santé à présent. Dans le cadre du nouveau rapport mondial sur le sida, le Sénégal a enregistré des résultats plus qu'encourageants. Encourageants sur la diminution de nouvelles infections ainsi que sur les décès liés au sida, mais aussi sur une meilleure prise en charge par les programmes de prévention et de traitement. Le rapport présenté montre comment les pays africains tirent-ils parti de la riposte face à la maladie et à quel point la prévention chez les jeunes demeure un défi à relever. Le reportage est signé Yaïkoumba Ndiaye et Amadouba. Le Sénégal est cité en exemple en matière de lutte contre le VIH-Sida avec un taux de prévalence de moins d'1%. C'est ce qui ressort du rapport 2023 de l'UNICIDA. Nous sommes en train de parler de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Mais le Sénégal est l'un des pays aussi qui a avancé, qui a fait des progrès en termes d'accès au traitement et qui fait beaucoup d'efforts parce que, comme je disais, l'accès au traitement des enfants, c'est une des priorités de la région et le Sénégal a mis vraiment le paquet sur l'accès au traitement des enfants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître beaucoup au niveau du Sénégal. Toutefois, le rapport publié, cet organisme des Nations Unies a révélé une augmentation du nombre de cas chez les jeunes. De façon générale, dans notre région, 35 au moment où 81% des adultes vivant avec le VIH-Sida ont accès au traitement. Les enfants, c'est seulement 35% qui ont accès au traitement. Donc c'est vraiment un domaine où on a beaucoup d'efforts à fournir, l'accès au traitement des enfants. Selon la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord de l'ONU-SIDA, la mêlée à l'absence de traitement devient un obstacle. La stigmatisation est toujours là et surtout la stigmatisation des populations clés qui n'ont pas accès aux services parce qu'ils sont stigmatisés. Et si tu n'as pas accès aux services, surtout je parle des personnes de minorités sexuelles, des LGBT, ils sont stigmatisés et ils n'ont pas accès aux services de santé. Et quand on n'a pas accès, quand on est stigmatisé, ils se cacheront. Et ils vont transmettre parce qu'ils n'auront pas accès aux services de prévention, aux services de traitement. Ce rapport confirme que ces pays africains sont en train de faire un travail dans la lutte contre le VIH-Sida avec des plans stratégiques et l'implication de tous. Reparlons de la tuerie de Boffa Bayotte. Le procès en appel s'est ouvert ce mercredi à Ziguinchor où la cour d'appel statue à nouveau sur l'affaire. Et pour en parler, nous retrouvons tout de suite notre reporter sur place. Il s'agit de Lamine Ba. Bonsoir Lamine. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut savoir comment s'est passée cette première journée du procès en appel? Alors, ce
Ce qu'on peut souligner, c'est qu'effectivement, le procès en appel dans l'affaire Boffa Bayotte a démarré aujourd'hui aux environs de 11h45. Alors, par bien sûr une lecture des PV d'audition par le greffier, bien sûr. Ensuite, c'est Maître Cyril Dorly, l'avocat de la défense de René Capain-Bassène, qui notamment dans sa plaidoirie rejeté les accusations portées contre son client. Il estime que donc la procédure a été biaisée du début à la fin, ce qui a fait qu'il y a des difficultés à faire jaillir la vérité dans cette affaire. Alors, le plus gros du temps, c'est René Capain-Bassène et Omar Anta Bodian qui l'ont payé, parce que déjà, on va commencer par René Capain-Bassène actuellement, qui est à la barre. Selon René Capain-Bassène, en fait, il rejette tous les propos qui ont été traités dans les procès verbaux d'audition devant le juge d'instruction. Et ça, c'est pour répondre aux questions du juge qui lui demande s'il était l'auteur des mails envoyés à Ousmane Tamba, de l'extérieur du MFDC, des mails à charge, dans lesquels René Capain-Bassène aurait affirmé qu'il est temps que le MFDC protège les ressources de la Casamance. Mais René nie être l'auteur de ces mails et affirme que c'est des procès-verbaux qui ont été manipulés au niveau de la phase d'instruction. Et c'est pourquoi donc il refuse le contenu de ces mails. Et il y a eu un échange très houleux entre René Capain-Bassène et le juge. Quant à Omar Anta Bodian, qui est passé le premier, il admet appartenir au mouvement des forces de rétablissement de Casamance, mais Omar Anta Bodian refuse d'avoir participé à un voyage qui aurait été planifié en Guinée-Bissau pour rencontrer Séga Atoubadja afin de préparer une rencontre consacrée à la préparation du massacre de Boffa Bayotte. Alors l'audience se poursuit actuellement. Sarah, c'est René Capain-Bassène qui est toujours devant le juge, mais il faut signaler qu'ils ont un face-à-face extrêmement houleux parce que régulièrement il est interrompu par le juge. Actuellement, c'est le procureur qui est en train de l'interroger sur le fait qu'il accepte la véracité de certains mails et refuse le contenu de l'autre. Donc ça, l'audience se poursuit. Ici, au niveau de la cour d'appel de Ziguinchor, il faudra rappeler que le procès en appel dans l'affaire Boffa Bayotte qui se poursuit René Capain-Bassène, Omar Anta Bodian qui sont devant la barre avaient été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité parce que reconnus coupables des faits en premier instant en mars 2022. Merci beaucoup Lamine Ba qui suit pour nous l'évolution de ce procès en appel qui, je le rappelle, s'est ouvert ce mercredi à Ziguinchor et qui nous informera certainement au cours de nos prochaines informations de l'évolution de ce procès en appel. À la une de l'actualité également ce soir, Sénélec qui tient à rassurer ses clients. Le Woyofol ou système prépayé de l'entreprise nationale d'électricité n'a pas connu de hausse dans sa tarification. Précision faite par la directrice principale du commercial qui ajoute que les tranches sociales sont toujours de rigueur. Tabaran Ndoye s'est exprimé en marge d'un atelier avec le comité national de dialogue avec la clientèle. Je vous propose de l'écouter au micro de Dissa Prera. Et les comités régionaux. Donc, pour en revenir au sujet, sur la tarification à Woyofal, c'est une tarification par tranche. Et il faut rappeler qu'au niveau de Woyofal, nous avons seulement 2 tranches. La première tranche, si je prends les domestiques petite puissance, la première tranche va jusqu'à 14 446, soit 150 kWh. Et sur cette première tranche, le client ne paye pas de taxe. Uniquement la taxe communale qui est pour les communes, les mairies, et également la redevance qui est la location du compteur, qui est de 429 francs pour le compteur monophasé et 1427 francs pour le compteur triphasé. Donc, indépendamment de ces tranches-là, de ces 2 montants, tout le reste est transformé en crédit Woyofal et remis au client à travers un code de rechargement qu'il devra charger à travers son clavier sur son compteur. Donc, il n'y a pas de 3e tranche. Le prix de la 2e tranche est celui également de la 3e tranche. Mais si nous dépassons la limite de la 2e tranche qui est de 28 400, le client va payer la TVA. Donc, le client bénéficie de la tranche sociale qui est de 150 kWh en première tranche et en 2e tranche.
La société africaine de raffinage, la SAR, a reçu la visite de la direction de Woodside Sénégal après avoir annoncé le 11 juin 2024 la disponibilité du premier baril de Sangomar. Une délégation de Woodside Sénégal composée du vice-président M. Clive Jones et du directeur de Woodside Sénégal M. Chergué a été reçue ce mercredi 24 juillet par la direction générale de la SAR. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique d'exploration des axes d'une future collaboration entre la SAR et Woodside. Pour rappel, la SAR avait, à travers son projet AKTBS, adapté ses installations pour traiter le brut Sangomar et augmenter ses capacités de stockage. Ainsi, la capacité de raffinage est passée de 1,2 million de tonnes à 1,5 million par an, en prélude à la livraison prochaine du brut Sangomar à la raffinerie de Mbao. Woodside Sénégal a tenu à rencontrer les autorités de la SAR afin de s'aligner sur les conditions d'un partenariat gagnant-gagnant. Voilà donc un communiqué signé le service de la communication de la société africaine de raffinage. Direction Diogo, à présent, ce village du département de Tivaouane où ont été délogés des populations par une entreprise étrangère, les populations de Tchormat, qui ne sont pas satisfaites pour autant, même si elles ont été recasées sur un autre site. Justement, le site en question est dépourvu d'eau, les conditions de vie et d'existence y sont très difficiles et c'est un site loin de leur offrir des commodités de nature à leur permettre d'exercer leurs activités maraîchères. Elles s'en plaignent. Dans ce reportage, il est signé Charanta Diop et Selatia. Mat est situé à 18 km de Diogo et à 1 km de Ronkroyoy. Les habitants qui ont été délogés par la GCO sont recasés ici, sur ce site. Mais les populations déplacées sont très remontées contre les autorités de la GCO. Selon Abdoumbaye, la GCO n'a pas respecté ses engagements. Tchormat souffre d'un manque criant d'eau. On peut noter le problème d'approvisionnement en eau potable. En effet, jusqu'à ce jour, les travaux de construction du forage qui doit approvisionner le site en eau potable n'ont pas encore démarré. Et les populations déjà déplacées s'approvisionnement dans les villages voisins à dos de charrette et paient l'eau très cher. Des hectares de champs ont été dévastés. Ces agriculteurs et éleveurs n'ont plus d'espace pour pratiquer l'agriculture et l'élevage. Il faut noter également que la plupart des populations de Tchormat sont des éleveurs ruminants en divagation. Les terres de remplacement qui devraient permettre aux maraîchers de reprendre leurs activités ne sont pas aménagées et équipées. Ce qui fait que tous les maraîchers impactés du village sont en situation de chômage. Et pour garder cette activité, nous avions demandé à l'entreprise de délimiter un périmètre de pâturage pour éviter d'éventuels conflits avec les maraîchers de la localité. Ce n'est pas encore fait. Selon les autorités de la GCO, l'ensemble des villages de recasement de la zone ont été indemnisés. Les impactés ont tous reçu leur chèque auprès de la commission de recensement départemental des impenses. À l'approche de l'hivernage, les divergences entre agriculteurs et éleveurs sont monnaie courante dans le sud du pays. Des séries de rencontres sont initiées dans les 3 départements de la région de Sédhiou avec toutes les parties concernées. L'objectif, les sensibiliser sur la loi d'orientation sylvo-pastorale. Le point, c'est avec Bakary Djemé. Les images sont de Khalid Diamé. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont très fréquents à Sédhiou à cause de la divagation des animaux. Il y a les animaux qui viennent, donc on lance un appel solennel aux éleveurs, surtout avec les porcs, avec les ânes, les vaches et consorts. Donc ils viennent pour gâter les rizières. Ils mangent tout, ils boivent tout. Même l'année passée, nous, on était confrontés, on a même cherché des animaux là-bas. Finalement, on a eu peur, on a pris la fuite parce que ces animaux étaient effrayants, ils nous font peur. Les femmes productrices de la vallée de Saint-Miron sont aussi touchées par le phénomène. On a d'énormes problèmes avec la divagation parce que les bœufs sont là-bas, porcs et les ânes. Personne ne prend pas ces animaux. Si par exemple, je veux demander à l'État de donner des sanctions, comme par exemple, on a début de l'hivernage, tel jour il faut attraper les animaux et tel mois les libérer.
C'est ça que je veux demander à l'État. Des rencontres ont été organisées dans les 3 départements, Sédhiou, Goudomp et Bounkiling, pour échanger avec tous les acteurs sur la loi d'orientation agro-silvopastorale, une initiative du PAPSEN. Cette rencontre permet de recueillir les informations pour une saison agricole sans conflit entre éleveurs et agriculteurs. Allez, on s'intéresse à présent à cette tournée du ministre de l'Intérieur qui a effectué une visite aux chefs religieux de Louga, soulignant l'importance cruciale de leur rôle en tant que régulateurs sociaux pour la stabilité du pays. Lors de son entretien avec le khalife de la famille omarienne, il a souligné que l'influence positive des leaders religieux était indispensable pour maintenir la cohésion sociale et éviter les conflits. En plus de reconnaître leur contribution, le général Tine leur a demandé de continuer à prier pour la réalisation des ambitions du président de la République de bâtir un Sénégal meilleur. Je vous propose de l'écouter. Les détails, c'est plutôt au micro de Tchernoufal. Destiné à leur transmettre les salutations du président de la République, les salutations du Premier ministre ainsi que les salutations de l'ensemble du gouvernement pour leur dire leur disponibilité à les appuyer comme de tout temps et leur demande de prière pour un Sénégal de paix, prière pour la réalisation des ambitions du président de la République pour notre pays. Les remercier pour la disponibilité habituelle, la disponibilité traditionnelle qu'ils ont toujours manifestée à l'égard des pouvoirs publics, mais aussi à l'égard des populations. Tout dernièrement, lorsqu'il y a eu cette regrettable crise à Médina Gounass, la première famille vers laquelle je me suis retourné pour apporter un message de paix dans cette contrée de notre pays, c'est la famille omarienne et j'en profite pour les remercier chaleureusement. Retour à présent sur cette altercation entre le député sénégalais Guy Marius Sagna et la deuxième vice-présidente ivoirienne du Parlement de la CEDEAO, Adjaratou Fatou Traoré, a fustigé les excès verbaux de Guy Marius Sagna à l'encontre des chefs d'État africains. Le député sénégalais, pour sa part, a dénoncé une volonté de vouloir le museler. Et notre reporter Abdourahmane Diallo, lui, est revenu sur cette scène qui a fait les choux gras de la presse sénégalaise et même africaine. Regardez. Peut-être que nous, CEDEAO, nous regardons le monde, l'Afrique et nos propres pays avec les yeux de nos donateurs. Depuis ses sorties virulentes au Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna fait la une des réseaux sociaux et des médias ouest-africains, du Togo en Guinée-Bissau en passant par le Bénin ou la Côte d'Ivoire. Sur tous les plans, il nous faut aller vers un gouvernement fédéral. Nous devons être unis autour d'un gouvernement fédéral. Le député sénégalais a critiqué les chefs d'État de tous ces pays sans la moindre retenue, de quoi entraîner la colère de certains de ses collègues du Parlement de la CEDEAO. Mais sa cote de popularité auprès des populations révolutionnaires ne cesse de grimper. Guy Marius Sagna est aperçu comme la nouvelle voix des sans-voix au niveau de l'institution sous-régionale, de plus en plus critiquée. Le leader du mouvement Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine, Frappe France Dégage, n'a jamais eu de répit sous le régime de l'ex-président Macky Sall. Il a été plusieurs fois arrêté et emprisonné pour trouble à l'ordre public car il organisait des manifestations interdites dans le pays. Les premières heures de Guy Marius Sagna en tant que député sont marquées par l'urne qu'il avait confisquée le jour de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Il dénonçait le décompte des voix et les votes par procuration. Mais depuis lors, Guy Marius Sagna n'a cessé de relever le niveau du débat à l'Assemblée nationale en dénonçant ce qu'il qualifie d'injustice. D'ailleurs, il a déposé plus d'une 50aine de questions écrites, orales et d'actualité. Mais chez nous là, chacun veut être président chez lui. Chacun veut être président du Parlement chez lui. Chacun veut être député chez lui. Chacun veut être ceci ou cela chez lui, au détriment des intérêts du peuple de l'Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi nous n'aurons pas des puces comme les États-Unis. Voilà pourquoi nous n'aurons pas des routes comme les États-Unis.
De dérouler le reste de l'actualité du continent, cette bonne nouvelle pour le parc national Niokolo-Koba qui vient d'être définitivement retiré de la liste des patrimoines en péril de l'UNESCO. C'est l'épilogue de 17 ans de tractation selon le ministre de l'Environnement Daouda Ngom qui ajoute que cela va permettre de booster le tourisme mais également d'aider le gouvernement à recevoir des financements dans le cadre de la mise en œuvre d'engagements, notamment l'élaboration d'un nouveau plan de gestion du parc Niokolo-Koba. En Mauritanie, où une vingtaine de migrants ont laissé la vie dans le naufrage d'une pirogue au large de la capitale. Et le récit de ce tour d'horizon international est signé Daniel Diouf. 25 personnes qui perdent la vie dans le naufrage d'une pirogue de migrants lundi au large de la capitale mauritanienne. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi l'agence mauritanienne d'information. 103 clandestins sauvés et 25 corps récupérés par les gardes-côtes mauritaniens suite au naufrage de leur bateau au large de la capitale, Nouakchott. Un précédent bilan établi par l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, faisait état d'au moins 15 morts dans ce naufrage. Dans le sud de l'Éthiopie, une coulée de bouée a tué au moins 229 personnes. Le bilan, qui s'est considérablement alourdi par rapport au chiffre initial de 55 morts, des sauveteurs figurent parmi les victimes selon les autorités locales. Ce sont de fortes pluies qui ont déclenché la catastrophe. Le nombre de personnes manquant encore à l'appel n'a pas été précisé dans l'immédiat. L'opération de recherche des survivants s'est poursuivie mardi. Les glissements de terrain sont fréquents pendant la saison des pluies en Éthiopie. La saison des pluies qui a commencé en juillet et devrait durer jusqu'à la mi-septembre. Médiation de bons offices dans le conflit qui oppose le Niger et le Bénin. Une délégation nigérienne est arrivée à Cotonou ce mercredi pour rencontrer le président béninois Patrice Talon avec pour objectif de décrisper et de normaliser les relations entre les deux pays. Deux anciens chefs d'État du Bénin, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, sont à l'origine de cette démarche. Si le chef de l'État béninois avait à ses côtés ses deux prédécesseurs, son ministre des Affaires étrangères et celui du Plan, aucun ancien chef d'État nigérien n'est présent à Cotonou. Le général Tiani a dépêché son directeur de cabinet et le numéro 2 de la junte. Pour rappel, les relations entre les deux pays sont exécrables depuis le renversement du président Mohamed Bazoum. Niamey accuse Cotonou d'abriter des bases militaires françaises qui formeraient des terroristes. Patrice Talon a démenti plusieurs fois la partie nigérienne et dit ne pas comprendre pourquoi le Niger maintient sa frontière fermée. Et puis, cette année, les Jeux Olympiques de Paris marqueront la 3e apparition de l'équipe olympique de réfugiés. Le groupe s'est rassemblé dans la ville de Bayeux, en Normandie, c'est dans le nord de la France, à l'occasion d'un événement d'accueil avant le début des compétitions. Au total, 37 athlètes de 15 nations et régions composent l'équipe olympique de réfugiés. À cela s'ajoutent les entraîneurs et le personnel opérationnel. Dès ce vendredi et jusqu'au 11 août, les athlètes participeront à 12 épreuves pendant les Jeux Olympiques de Paris. Daniel Diouf, merci. Retour chez nous ici au Sénégal et plus précisément à Saint-Louis pour parler du club OHADA de l'université Gaston Berger qui a organisé la finale de la compétition universitaire sur l'accès aux données du secteur extractif sénégalais. Une manière de sensibiliser les étudiants sur ces ressources qui parfois deviennent des sources de conflits. L'objectif est de permettre aux étudiants d'avoir accès aux informations certifiées du secteur extractif et les débats ont porté sur le thème « Le Sénégal à l'ère des hydrocarbures, une bénédiction » Ousseynou Diop, Habib Faye, reportage. Le Sénégal à l'ère des hydrocarbures, une bénédiction, c'est le thème choisi par le club OHADA de l'université Gaston Berger de Saint-Louis lors de la finale de la compétition universitaire sur l'accès aux données du secteur extractif au Sénégal. Une manière pour les organisateurs de poser le débat sur les ressources extractives. Surtout les étudiants au cœur des enjeux qui touchent au secteur extractif. Parce que l'expérience veut que pour une exploitation réussie, bénéfique pour tout le monde, il faut mettre la population, surtout la jeunesse, au centre de ses préoccupations. Donc c'était ça l'objet. Plus de 3000 étudiants ont participé aux différentes activités organisées au Temple du Savoir. Pour l'USAID Trace, l'objectif est de permettre aux étudiants d'avoir accès aux informations certifiées. Plus de 3000 étudiants, je dis bien plus de 3000 étudiants, de pouvoir entendre les thématiques qui sont les plus importantes dans ce secteur-là. Nous avons vu aussi une avancée dans la façon de rechercher la bonne information
dans le secteur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de désinformation aussi pour tout ce qui concerne le pétrole du Sénégal. Les étudiants doivent davantage chercher la bonne information sur ces ressources. C'est l'avis de la directrice de la communication de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Si vous voyez bien, on parle beaucoup de pétrole et de gaz, de ressources extractives. Moi, je pense que c'est un thème d'actualité. Ça a permis à nous, aux étudiants, d'aller faire des recherches, de connaître vraiment le cadrage juridique et tout ce qui va avec. La rencontre a permis aux étudiants d'apporter leur pierre à l'édifice pour l'accès à la bonne information. La page des sports, dans 2 jours, vous le savez, le Sénégal va être représenté par 11 athlètes dans 7 sports aux Jeux Olympiques d'été Paris 2024. Parmi ces derniers, le novice et grand espoir de la nation, Louis-François Mendy en athlétisme et les expérimentés Ndaye Binta Diong en escrime et Mbagnick Ndiaye en judo comme tête d'affiche des athlètes même plus attendus pour succéder à Amadou Diaba sur un podium olympique, nous dit Chersali Boudjara. Ils sont 11, les prétendants qui veulent mettre fin à l'attente d'une médaille olympique pour le Sénégal depuis 36 années. Des athlètes qualifiés majoritairement aux Jeux Olympiques Paris 2024 du 26 juillet au 11 août prochain grâce à leur performance. C'est lui, François Mendy, le spécialiste du 110 mètres haies, qui donne le ton en compostant son ticket le 2 juillet 2023. Le champion d'Afrique au soir du 24 juin dernier au Cameroun est détenteur du record du Sénégal de la discipline et un des grands espoirs de médaille à Paris. Il est d'ailleurs porte-drapeau de la délégation, comme Kombe Sek, la suivante sur la liste. La 6 du club de Wakam a décroché sa qualification le 25 novembre dernier. Elle est obtenue avec le titre de vice-championne d'Afrique de canoë-kayak. Bokar Diop suit en février dernier le taekwondiste de 25 ans et aussi vice-champion d'Afrique, lui qui est classé 15e au niveau mondial. Le mois de février 2024 a également souri à Yves Boris, séiste de slalom. Le Français d'origine y a composté son billet aux Jeux Olympiques en gagnant sa place dans le quota réservé à l'Afrique. C'est le même cas de figure pour Ndaye Binta Diong, l'escrimeuse spécialité épée, qui a remporté le tournoi qualificatif en avril dernier. À Paris, celle qui va entrer en première en compétition disputera ses 2e Jeux Olympiques, comme Mbagnick Ndiaye, le triple champion d'Afrique sur les plus de 100 kilos en judo. Grâce à sa première place au ranking africain du mois de juin dernier, il a obtenu sa qualification. Le ranking, salvateur également pour le pongiste sénégalais Ibrahima Diaw. Avec sa 49e place au mois de juin, le médaillé de bronze en tennis de table aux derniers Jeux africains a assuré sa place. Champion d'Afrique au Cameroun en juin dernier, les athlètes Cheikh Tidiane Diouf aux 400 mètres et Salissar au triple saut sont les derniers qualifiés grâce à leur classement au niveau mondial. Les nageurs Oumy Diop et Mathieu Sey ont eux reçu des invitations pour participer aux Jeux Olympiques. Oumy Diop, vice-championne d'Afrique du 100 mètres papillon, va défendre les couleurs sénégalaises sur cette distance aux épreuves de natation, dans lesquelles Mathieu Sey sera au départ du 100 mètres nage libre, dont il détient le record du Sénégal. Avec 11 athlètes dans la délégation pour les Jeux d'été Paris 2024, le Sénégal réalise une nette progression. Reste maintenant à la rendre mémorable par des médailles. Et tous nos encouragements à ces 11 athlètes qui vont défendre les couleurs de notre drapeau national aux Jeux Olympiques de Paris qui, je rappelle, s'ouvrent dans 2 jours, ce 26 juillet 2024. Le Sénégal, le nouveau terrain à conquérir pour la NFL américaine, à l'image de la NBA. Un ancien joueur sénégalais de la NFL, la Ligue nationale de football américain, a décidé de suivre les pas d'un de ses homologues au ballon orange. Il vient d'initier un stage de formation pour les jeunes à ASFA. L'objectif, c'est de mieux vulgariser ce sport au Sénégal. Le point, c'est avec Ibrahima Kane. Le football américain, peu connu en Afrique, lance sa conquête au Sénégal. Khadim Baye, ancien joueur de NFL, a initié un stage pour la 2e année consécutive au profit des jeunes. Donc le plus grand challenge que nous avions au début, c'était les équipements. Au Sénégal, les équipements n'étaient pas présents. Donc nous avons fait des collectes d'équipements au Canada que nous avons été en mesure d'envoyer par bateau ici au Sénégal, ce qui permet aux jeunes maintenant de pouvoir pratiquer le sport. Avec ce camp, l'objectif est de promouvoir le sport en premier. Mais je ne suis pas fou. Il y a du talent incroyable ici au Sénégal. La première journée des tests que nous avons fait, nous avons reçu des résultats de tests qui sont dignes des États-Unis d'Amérique et du Canada.
Donc pour moi, ça me dit qu'il y a le talent ici, il est encore jeune, il y a énormément de potentiel. Donc avec ce camp-là, nous allons faire la promotion. Nous allons aussi retenir certains joueurs que nous allons prendre leur profil. Nous allons déjà envoyer aux États-Unis, au Canada, pour être en mesure de déjà créer des opportunités pour ces jeunes à l'étranger. Le but ultime de Power Circle Athletics est de donner l'expérience, l'opportunité aux jeunes d'aller œuvrer à l'étranger, aller jouer au niveau professionnel, que ce soit au Canada, aux États-Unis, faire ton argent, parce que le football américain paye très bien. Et ensuite... Pour donner encore plus d'impact au projet, les initiateurs misent sur la discipline. Quand j'ai regardé la fiche, nous avions 346 inscriptions, ce qui est excellent pour le démarrage du football. Nous avons réduit la sélection à 85, qui a permis de pouvoir sélectionner les jeunes qui sont plus précis sur ce que les recruteurs recherchent. Donc c'est vraiment comme ça que nous avons procédé pour le démarrage, pour permettre de donner aussi un bon look, pour pouvoir démontrer exactement à quoi le football américain ressemble et pouvoir donner une bonne image pour les pays étrangers aussi. Notre objectif serait d'avoir une équipe qui pourrait participer, qui représente le Sénégal, mais il faut s'y mettre maintenant. Donc nous avons déjà commencé à former les entraîneurs, former les arbitres, récolter les joueurs, regarder quel secteur des villes que nous allons pouvoir faire les équipes et pouvoir commencer à créer les matchs. La mise en place d'une ligue de football américain au Sénégal, Khadim Mbaye et son équipe ont décliné leur feuille de route pour promouvoir ce sport dans le pays. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, mais restez avec nous tout de suite la seconde partie de Soir d'Info.